on va changer un petit peu de sujet là, on va parler un petit peu de pathologie. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir après la ZIC, on n'aime pas voir après la ZIC. Donc du cross-linking, après kératocone bien sûr, ou après ectasie. Donc je vais vous parler un petit peu des nouveautés émergentes depuis quelques temps déjà, ou de ce qui va arriver en matière de cross-linking. Donc vous le savez, le cross-linking standard, conventionnel, 30 minutes d'imprégnation de riboflavine, de vitamine B2, 30 minutes ensuite d'exposition aux UVA. Donc une technique assez longue. Efficace quand même dans cette technique standard qui a fait la preuve de son efficacité dans le kératocone, dans l'ectasie. La seule petite différence, vous le savez, dans le kératocone, on attend d'avoir une progression avérée, chiffrée. Dans l'ectasie, par contre, si vous avez une ectasie, actuellement, la tendance est de traiter d'emblée par cross-linking, de ne pas attendre d'avoir une évolution. On sait que ça va progresser, donc on traite d'emblée. La procédure marche bien, elle est longue et on a des gros intérêts à essayer d'optimiser, d'améliorer cette procédure en essayant de la raccourcir notamment. C'est un petit peu fastidieux pour l'opérateur, pour le patient. Donc on a des techniques actuellement pour accélérer cette procédure en réduisant le temps d'irradiation par les UVA. Et ça va se faire en augmentant en fait les intensités d'énergie. Alors, sans rentrer dans le détail, vous avez une loi de physique qui dit que l'effet biologique est directement proportionnel à la dose totale délivrée. Et on va avoir vraiment une proportionnalité entre la durée d'exposition aux UVA et l'intensité que vous allez appliquer d'UVA. Donc en pratique, vous le voyez ici sur ce schéma, là, le crosslinking standard, donc 30 minutes, 3 mW par cm carré. Ensuite, on peut décliner différentes procédures en réduisant la durée d'exposition tout en augmentant l'intensité. Vous voyez que la proportion entre les deux reste identique sur toutes les lignes. Donc bien évidemment, la technique standard, elle est validée, elle est référencée, on connaît les résultats. Plus on va avancer, plus on va diminuer, accélérer en fait la procédure et moins on a de recul clinique. La question que l'on peut se poser, c'est jusqu'où peut-on aller et peut-on réduire la durée en fait de façon exponentielle comme cela? Alors probablement pas. Là je vais vous livrer les travaux d'Eberhard Sperl, qui est donc un des pairs avec Theo Seiler du crosslinking. Et vous le voyez alors sur ce graphique, vous savez il a fait ces techniques, ces mesures d'élasticité cornéenne, de rigidité de la cornée. Donc vous avez en ordonnée cette rigidité induite en fonction donc de l'intensité de l'irradiation UVA vers le bas. Donc et plus vous allez aller vers la droite, donc plus vous augmentez l'intensité, plus vous réduisez la durée. Donc vous le voyez ici, donc sur la gauche, vous allez avoir la technique standard avec une induction d'une certaine rigidité. Quand vous allez ensuite réduire la durée, donc à 10 mW, vous êtes à peu près à 9 minutes. Et plus vous allez avancer, donc vous allez avoir une proportionnalité avec un effet identique jusqu'à un décrochage qui se fait environ pour 45 mW par cm², qui correspond environ à 2 minutes d'irradiation. Donc pourquoi ce décrochage? Parce qu'en fait le crosslinking est une procédure oxygène dépendante et il va y avoir en fait une limitation de la diffusion des radicaux libres oxygénés occasionnés par la procédure et donc une induction moindre de crosslinking. Donc probablement on peut réduire mais peut-être pas trop. Donc je vais vous parler ici de la technique qui a été diffusée donc, il y a maintenant un peu plus de 6 mois par les Italiens Soft, de technique accélérée à 10 mW par cm² pendant 9 minutes, en vous livrant quelques résultats, nos résultats préliminaires, donc on est quasiment à 6 mois, sur une série vous voyez d'une quarantaine de patients, donc 10 mW par cm² à 9 minutes. Ce que l'on observe, c'est que l'on n'est pas plus nocif pour nos cornées. On n'a pas remarqué d'effets secondaires différents de ce que l'on peut avoir, donc pas d'effets secondaires en pratique par rapport à la technique conventionnelle, avec notamment pas de diminution de la densité cellulaire endothéliale. En termes de résultats, l'acuité visuelle, alors vous le savez, ce n'est pas une technique qui est proposée pour améliorer l'acuité visuelle. On sait que dans la technique de référence, dans environ 40% des cas, on peut avoir une petite amélioration de 1 à 2 lignes. Ici, avec la technique accélérée, vous le voyez, on n'a pas de différence, pas de diminution. Alors là, on n'est qu'à 3 mois, et à 3 mois, c'est vrai que l'on observe souvent des petits voiles cicatriciels, des pseudo-haze, ou en tout cas des remaniements épithéliaux un petit peu. Donc on peut avoir des limitations un petit peu de l'acuité qui sont transitoires, et en général, c'est vers le 6e mois, 1 an, qu'on a des améliorations. Pas de différence en tout cas ici sur les durées précoces, sur les suivis précoces par rapport à la technique standard. La kératométrie, c'est ce qui nous intéresse pour la stabilisation. Alors les résultats sont encore assez courts, on va avoir besoin d'avoir des suivis plus longs, mais on observe globalement la même courbe évolutive, on va dire, qu'après la technique standard, avec une kératométrie maximale qui reste stable, qui décroche un petit peu même, vous le voyez, c'est ce que l'on observe souvent vers le 6e mois. On peut avoir des petites diminutions dans un certain nombre de cas de 1 à 2 lignes, de 1 à 2 dioptries de kératométrie maximale. En termes de ligne de démarcation, alors c'est quelque chose que l'on observe à la lampe à fente, que l'on observe également pas mal sur le premier jusqu'au 3e mois à l'OCT.
Donc là, vous le voyez, on a une espèce de ligne de démarcation qui correspond alors à une modification de la réflectivité un petit peu du stromal antérieur, et on évalue en fait cette profondeur à la profondeur du tissu cross-linké. Donc il y a des modifications peut-être un petit peu organisationnelles du stroma cornéen, surtout des apoptoses kératocytaires qui vont modifier un petit peu cette réflectivité que l'on observe et que l'on observe de façon identique après la technique conventionnelle et après technique accélérée. En termes d'apoptose kératocytaire également, on observe ici sur la gauche, sans cross-linking, vous voyez la réflectivité des kératocytes après traitement conventionnel ou standard, donc standard ou accéléré flash. On observe en fait une déperdition des kératocytes qui va être transitoire, mais que l'on observe donc sur les 3 premiers mois. On va avoir ensuite une repopulation de ces kératocytes, mais on l'observe de façon assez identique en fait entre les deux techniques conventionnelles et accélérées. Donc en conclusion, pas plus de complications. On a une tendance quand même vers ces techniques accélérées de façon à pouvoir raccourcir un petit peu la durée du traitement, de la procédure. Et les résultats initiaux, on va dire encore préliminaires, sont assez encourageants, avec nécessité bien sûr de confirmer ça sur le plus long terme. Donc accéléré, probablement oui, et par contre peut-être pas trop accéléré, c'est ce que je vous ai montré, mais en restant dans des proportions jusqu'à en tout cas 10 minutes, 9 minutes 10 milliwatts, on est très probablement dans les clous et on doit avoir le même effet induit. Alors, j'enchaîne. Je vais enchaîner en fait sur une deuxième partie encore un peu plus récente, donc alors accéléré, cross-linking accéléré par iontophoreuse. Alors accéléré oui, parce que la iontophoreuse, vous le savez, c'est cette technique récente maintenant qui consiste à faire pénétrer la riboflavine à l'aide d'un fin courant électrique. Donc ça raccourcit là, cette fois-ci la durée d'imprégnation par la riboflavine. Je vous ai dit 30 minutes dans la technique standard. Ça reste également 30 minutes dans la technique accélérée où on va réduire la durée d'irradiation UVA. Ici, avec la iontophoreuse, la durée en fait de ionto est de 5 minutes. Donc 5 minutes plus 9 minutes. C'est pas forcément quand même le but premier recherché. Le but premier recherché va être d'augmenter la sécurité de la technique, de l'opération, en évitant la désépithélialisation, donc en conservant l'épithélium, en évitant de gratter, donc en évitant les complications, même si elles sont rares, que l'on peut observer après cross-linking, et toutes ces complications de cicatrisation infectieuse ou ces petits ACE que l'on peut observer, souvent transitoires. Mais il a été quand même décrit des brûlures ou des infiltrats aseptiques, parfois des nécroses cornéennes dans certains cas. Ça reste très rare quand même. Donc vous le savez, ces techniques épion où on ne gratte pas l'épithélium, on en a quelques-unes, notamment il y avait le Ricricolin TE qui avait été diffusé, où la composition chimique de la riboflavine avait été modifiée en introduisant une sorte de détergent alors très léger pour essayer de libérer un petit peu, de relâcher on va dire les jonctions entre les cellules épithéliales et favoriser la pénétration. Finalement on en revient un petit peu et on se rend compte que ces techniques, si elles marchent dans certains cas, sont moins en tout cas efficaces que dans la technique standard. Et pour donner quelques chiffres, dans la technique standard on a une stabilisation dans plus de 90% des cas. Dans la technique avec Ricricolin transépithélial, on a des stabilisations qui pour nous sont plutôt près de 60 à 70% des cas, avec un certain nombre de patients que l'on a dû retraiter par technique standard. Alors la nouveauté, c'est la iontophoreuse, donc l'application d'électrodes qui vont permettre la pénétration de la riboflavine, qui est un peu modifiée également en composition, qui va être ionisée et qui va donc pénétrer à travers le tissu cornéen sans avoir à gratter l'épithélium. C'est une technique, cette iontophoreuse, qui n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui existe en ophtalmologie, ça a été déjà appliqué. Ça existe actuellement beaucoup en dermato, en application également en rhumato pour faire rentrer des anti-inflammatoires, des antalgiques dans des tendinites, dans certaines pathologies. Alors au niveau de la cornée, c'est un bon tissu pour la iontophoreuse a priori. Alors les inconvénients, cependant, c'est que l'épithélium cornéen limite la pénétration des grosses molécules, mais on est en deçà pour la riboflavine ionisée. La limite également par rapport à la tolérance au courant, on ne peut pas appliquer un trop fort courant, on peut aller jusqu'à 2 mA et actuellement la technique utilise 0,5 ou 1 mA pour des raisons très simples. Si vous appliquez un courant plus élevé, vous allez avoir des risques de rétraction du collagène. Et la deuxième raison, c'est que ça peut être également ressenti par le patient parce que la cornée est très innervée. Les avantages par contre, la cornée n'est pas vascularisée, donc pas de diffusion systémique de ce que vous allez induire, même si a priori la riboflavine n'a pas de toxicité systémique.
Le stroma est hydrophile, donc ça permet une bonne conduction électrique, et la cornée est fine, donc ce qui permet une pénétration assez en profondeur de la riboflavine. Alors je vais vous donner également des résultats très expérimentaux. On a fait une série de lapins pour apprécier un petit peu cette technique ex vivo avant de l'appliquer chez nos patients. Donc vous voyez ici la procédure. Elle est la même chez le patient humain. Vous avez en fait cette sonde, ce réservoir qui est une électrode avec une fine grille qui va permettre la conduction du courant, qui n'est pas en contact de la cornée bien évidemment, avec ce réservoir. Donc c'est un réservoir à succion, un anneau de succion qui va être maintenu sur la cornée pendant 5 minutes. Vous remplissez le réservoir de riboflavine, vous êtes relié à un générateur qui va induire donc le courant électrique 0,5 ou 1 mA. Et pendant 5 minutes, vous allez avoir donc une pénétration de la riboflavine sur la zone donc, de votre électrode, de votre anneau de succion. Les résultats que l'on a pu obtenir en termes de concentration, alors c'est en cours de publication. Là, avec la technique standard, en concentration, on avait 1708 nanogrammes par millilitre de riboflavine dans la cornée. Donc c'était sur toute la cornée qui avait été prélevée, donc en la manipulant en laboratoire. Ici, avec la Ianto, vous le voyez, 2 fois moins. Alors est-ce que ce 2 fois moins est gênant? Pas forcément, parce qu'en fait, si vous regardez la courbe d'imprégnation par la riboflavine, lorsque vous faites la technique standard, vous allez avoir une imprégnation en fait, qui va être pendant 30 minutes très progressive, la riboflavine va diffuser progressivement avec une concentration plus importante en superficie et qui va ensuite diminuer avec un gradient très progressif vers la profondeur. Au contraire, avec la Ianto, vous avez un gradient qui est beaucoup plus linéaire et ça va pénétrer en fait en front de pénétration. Donc pendant 5 minutes, on sait que ça va pénétrer environ sur 300 microns et on pense que la concentration, si elle est plus faible, elle est certainement plus faible parce qu'on mesure toute l'épaisseur cornéenne et dans la Ianto, on va se limiter en fait, on va avoir essentiellement une concentration importante dans la surface et c'est ce que l'on veut traiter par crosslinking. En mesure biomicroscopique, biomicroscopie confocale, biphotonique, on observe dans la technique standard et dans la technique par Ianto une organisation des fibres de collagène très similaire par rapport à la technique contrôle. Donc vraiment un comportement qui semble très encourageant. On a commencé donc les études, ça a obtenu le marquage CE assez récemment, il y a quelques mois. Donc on a commencé à traiter nos premiers patients. Donc je ne vais pas vous donner de résultats encore, c'est très préliminaire. On commence une étude actuellement randomisée contre la technique standard de référence pour justement voir qu'il n'y ait pas pour évaluer l'efficacité par rapport à la technique de référence. Juste pour dire quelques mots sur les premiers résultats. En termes de confort pour le patient, c'est plus confortable. On a moins de douleur qu'on peut l'avoir avec la technique de référence. On a quand même certains patients qui se plaignent et il nous arrive d'avoir certains patients qui ont un peu comme un coup d'arc en fait. Quelques heures après la technique, c'est pas immédiat, qui ressentent quand même des douleurs, qui sont beaucoup plus courtes par contre que ce que l'on peut observer après des épithélialisations et mieux tolérées. Par contre, après cette phase-là, la cornée traitée ou pas traitée, l'examen est absolument identique entre une cornée non traitée, donc on n'a vraiment aucun effet secondaire dû à la cicatrisation, à la réépithélialisation. Donc très encourageant à suivre sur du plus long terme, parce que vous le savez, les techniques de crosslinking s'évaluent sur le long terme et on a besoin justement de cette durée pour l'évaluer et surtout de la comparaison par rapport à la technique de référence. Merci.